Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Actuellement, il est 23h30 et tout. Et je m'apprête à faire ma lecture quotidienne. Comme je vous ai dit, je veux faire 15 minutes, 20 minutes de lecture quotidienne afin d'améliorer mon expression orale, afin d'améliorer mon élocution et ma manière de parler, quoi. Et je fais de la lecture haute et intelligible voix. Et je le fais dans le but de mieux parler, mieux m'exprimer. Donc là, on va commencer la lecture. Vous savez, c'est Le pouvoir de la force mentale de Jacques Paguet. Et je vais vous partager également en lisant des trucs importants qui sont dit dans le livre. Deuxième partie, le principe général de la force mentale, le contrôle de nos pensées. Ainsi que l'a démontré le savant russe Ivan Pavlov, nos pensées sont conditionnées par les référents que nous connaissons dans l'espace, dans le contexte où nous vivons. Le philosophe grec Épithète disait déjà en 80 après Jésus-Christ que les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par l'idée qu'ils s'en font. Ce sont en effet nos pensées qui sont à l'origine de nos déséquilibres, qu'ils soient physiques ou psychiques. Et de plus, ainsi que le faisait remarquer le docteur en psychiatrie Yasmine Liénard en 2011, lors d'une interview au Figaro Magazine, l'être humain souffre aujourd'hui de trop penser. Ce sont donc les émotions nées de l'interprétation de ce que nous ressentons qui déséquilibrent notre état d'esprit et nous affaiblissent. Avant de voir comment acquérir et consolider notre force mentale, il est utile et important de comprendre ce qui est à l'origine de nos faiblesses. Les pensées irrationnelles qui induisent les sentiments conduisant à un état d'esprit très négatif et des destructeurs envers soi-même sont principalement la vanité et son corollaire, la réussite, l'envie et son corollaire, la jalousie, la peur et son corollaire, l'angoisse. La force mentale nécessite par conséquent un contrôle de ses pensées, et plus précisément le pouvoir de les évacuer définitivement de notre esprit afin qu'elles puissent plus nous fragiliser. Et pour les dominer, cela exige de les connaître et de savoir d'où elles proviennent. Commençons donc par l'étude de la première d'entre elles, la vanité. Il n'y a rien d'anormal à ce que la vanité soit considérée dans la culture judéo-chrétienne comme un péché. Le caractère péché résultant de ce que le sentiment de supériorité sur les autres ne conduit qu'au malheur de celui qui le manifeste. Pour pouvoir en guérir, il faut prendre conscience de son origine, de la façon dont elle naît et elle se développe. Chacun ressent dans sa vie le besoin de réaliser quelque chose ou de se réaliser dans un métier, une activité ou une fonction qui le valorise aux yeux de ceux qui l'entourent, parents, amis, professeurs ou supérieurs hiérarchiques. Cela renvoie le reflet de sa propre existence, ce reflet étant perceptible également dans le regard des autres. On devient peintre, architecte, comédien, médecin, avec empathie, l'envie de montrer aux autres ce que l'on est capable de faire. Cela n'a rien d'anormal ni de malsain, mais il importe de ne pas le faire pour se valoriser soi-même aux yeux des autres. Que les autres nous reconnaissent du talent, s'ils l'estiment, cela est bon. Mais agir pour leur montrer la valeur que l'on estime qu'ils devraient nous reconnaître, voilà ce qu'est la vanité. Cet état d'esprit, malheureusement aujourd'hui très répandu, est largement entretenu par les médias de communication et les outils numériques. Le principe général en est: il faut que l'on me voie, sinon je n'existe pas.
Hélas, tout ce qui sera obtenu par cet état d'esprit aura peu d'intérêt car empreint de vanité. Ainsi qu'il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, mot venant de l'hébreu et signifiant celui qui parle à la foule, vanitas vanitatum et omnia vanitas, vanité des vanités, toutes ces vanités. Le message signifie qu'il nous est inutile d'être arrogant à l'égard des autres, car notre mort et la fin du monde, dans quelques milliards d'années, doivent nous rendre conscients de la relative petitesse de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Agissons certes, car cela peut être utile autant pour nous que pour les autres, mais agissons sans rechercher aucune autosatisfaction ni manifester aucun orgueil, en ignorant ou méprisant les autres. D'une manière générale, quoi que nous fassions ou nous décidons d'entreprendre, notre état d'esprit doit être dégagé de tout besoin de faire de l'apathie et de vouloir éblouir. D'une manière générale, quoi que nous fassions ou que nous décidons d'entreprendre, notre état d'esprit doit être dégagé de tout besoin de faire de l'apathie et de vouloir éblouir. Éblouir. Il peut sembler paradoxal qu'un tel conseil émane d'un illusionniste dont le métier semble être précisément de produire des phénomènes surprenants dont il peut tirer une supériorité sur ceux qui ne le comprennent pas. Ce paradoxe n'en est un que si l'on pense à tort qu'un illusionniste se présente devant un public pour faire le malin. C'est précisément l'inverse. L'état d'esprit qui anime un illusionniste professionnel est de faire partager un moment surprenant à son public. Mais en se mettant le plus possible en retrait par rapport aux résultats étonnants qu'il produit. Celui qui agit uniquement pour se prouver à lui-même qu'il est capable d'accomplir ce qu'il veut faire ne peut pas être considéré comme un professionnel et se donne les meilleures chances de rater. Le professionnel vient procurer du plaisir à ses spectateurs et va prendre pour cela le risque d'échouer. Et cela en direct, sans possibilité de recommencer ou d'être excusé en cas d'erreur. Ce qui nous conduit à distinguer tout de suite ce qui différencie l'état d'esprit de l'amateur de celui du professionnel. La différence entre un amateur et un professionnel, quel que soit le domaine d'activité, n'est pas que le premier fasse les choses par plaisir et le second pour gagner sa vie. La vérité est qu'un amateur tente le coup alors qu'un professionnel se le garantit. C'est précisément parce qu'il offre cette garantie qu'on accepte de le payer. Et ce qui va créer cet avantage est justement la force mentale du second par rapport à la fragilité du premier. Tout débutant, lorsqu'il perçoit les premiers résultats positifs de ce qu'il essaye d'obtenir, ressent une véritable satisfaction personnelle d'y être parvenu. Contraste amplifié par le fait que, quelques heures plus tôt, il s'en croyait incapable. L'ego est à cet instant très flatté d'avoir franchi une nouvelle étape dans la construction de sa personnalité. Le mécanisme global suit ce processus. Je ne crois pas être capable d'y parvenir. Je fais des efforts pour y parvenir. Je réussis ce que je tentais. Je suis plus fort que je ne le croyais. Satisfaction de l'ego. Je ne crois pas être capable d'y tenir. Je fais des efforts pour y parvenir. Je réussis ce que je tentais. Je suis plus fort que je ne le croyais. Satisfaction de l'ego. Voyez comme je suis. Reconnaissance de l'ego
c'est-à-dire de mon existence sur l'entourage le plus large possible. Ainsi que cette décomposition schématique permet de le constater. C'est-à-dire, c'est à partir du sentiment de réussite lié au fait d'avoir surmonté certains obstacles que l'ego se glorifie, que l'ego gonfle d'un certain orgueil et que, en souhaitant exister aux yeux des autres, il tombe dans la vanité. Le meilleur moyen pour éviter cet écueil est de garder en mémoire la formule qu'un moine prononce au futur pape lors de son accession à la fonction suprême en lui montrant la rapidité avec laquelle brûle un morceau de lin. Sic transis gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde. De même qu'à l'époque romaine, un esclave répétait sans cesse à un général lors d'un retour triomphal dans la ville après une série de victoires: Hominem te est. Tu n'es qu'un homme. Ou Memento mori. N'oublie pas que tu es mortel. Il ne faut jamais se griser soi-même des victoires que nous remportons, car tout cela sera bref et petit à l'échelle du vaste monde dans lequel nous ne sommes qu'un maillon. Nous ne pouvons rien faire de grand sans nous remettre en permanence dans l'état de conscience de l'insignifiance de notre condition. Mais, hélas, le monde actuel favorise aujourd'hui largement l'expansion de la vanité et de l'encouragement du culte du moi, par le biais des réseaux sociaux. La vanité atteint son apogée sur les sites internet, les blogs, les pages Facebook, où ceux qui sont les moins glorieux satisfont leurs besoins de reconnaissance, puisqu'ils n'ont pas accès aux médias majeurs tels que la télévision, la radio ou la presse. Cela pour raconter pourquoi ils préfèrent manger du poulet plutôt que le roast beef ou porter des slips plutôt que des caleçons. Au point de ne même plus se rendre compte du ridicule auquel ils s'exposent, estimant que tout un chacun va contempler avec admiration l'étalage de leur petit nombril. L'effet rendu sera largement inverse, mais cela leur sera indifférent. La vanité ayant toujours pour consister... L'effet rendu sera largement inverse, mais cela leur sera indifférent. La vanité ayant toujours pour conséquence d'aveugler la conscience de celui qui s'y complaît. Il parlera de ma musique pour parler de la musique qu'il écoute sans en avoir jamais composé un seul morceau. Il dira mon train ou mon avion, bien que rares soient ceux qui en possèdent un avion et plus rares encore un train. On voit bien ici que l'obsession de ramener à soi la moindre chose ou le moindre événement est précisément la preuve implicite de sa propre insignifiance. Les gens ayant une réelle importance n'en ont jamais conscience. Ils restent de ce fait souvent dans l'ombre et fuient tout étalage de leur vie privée. L'essentiel pour soi-même étant bien entendu de fuir toute vanité pour éviter de sombrer à son tour dans ce travers qui conduit toujours ses victimes au désastre, comme dans le roman de Tom Wolfe, Le bûcher des vanités, dont l'affaire Strauss-Kahn nous a offert par une similitude troublante une parfaite illustration. Nous devons agir non pour faire plaisir ou attendre une reconnaissance de ceux qui nous entourent, mais pour plutôt